Mike pour parler de ce drame, cet attentat terroriste. Et c'est vrai que lorsqu'on sort d'un entretien comme on vient d'avoir avec Déborah El Kayam, qui est la belle-sœur de Dan El Kayam, on est sans voix. Il y a hélas rien à dire, sinon à partager, si tant est qu'on puisse partager d'ailleurs avec cette dame, en tout cas épouser sa tristesse. Jenna était en Australie hier, c'est une habitante française, et elle a témoigné au micro de CNews. Je vous propose de l'écouter. On a commencé à entendre des coups de feu. Quand on est sorti pour voir ce qui se passait, on a aperçu au loin en fait un fusil, donc un homme qui se tenait debout avec un fusil et en fait qui tirait dans notre direction. On s'est tous enfuis. Je me rends compte qu'on est en sécurité nulle part. Là, mon état d'esprit, c'est que j'ai juste envie de me cacher. J'ai pas envie de sortir de chez moi. Et c'est vrai que maintenant, je pense que je vais un peu éviter les réunions juives à la synagogue et ce genre de choses. Alors ce qu'elle dit est très intéressant d'ailleurs, parce que beaucoup de juifs, j'imagine, aujourd'hui, beaucoup, je n'en sais rien pour tout vous dire. Je pense que certains peuvent avoir peur et avoir un réflexe justement de ne pas se mêler à d'autres juifs, peut-être. Il y a ceux qui résistent aussi. Christophe Bordet. Non mais hier soir, par exemple, pour la fête de Hanouka, il y avait quand même beaucoup de monde près de la Tour Eiffel, et certains qui faisaient des vidéos pour montrer justement que malgré tout, la lumière était là, la joie était là, et qu'il y avait une forme de résistance qui se mettait en place. Et je pense que c'est extrêmement, évidemment, important. Vous disiez tout à l'heure, on n'a pas les mots, et c'est vrai qu'on n'a pas les mots après ce qu'on vient d'entendre, mais il y a quand même un mot qui est là. C'est l'antisémitisme. C'est même pas l'antisionisme. On est sur de l'antisémitisme pur et dur. Et là, par exemple, de la part d'un père et son fils, le père, quand même, il faut le dire, il est arrivé en 1998 en Australie. Il est arrivé légalement, avec un visa étudiant. Il est resté sur le territoire. Et a priori, il n'était pas dangereux. Et pourtant, le résultat est dramatique. Donc, la question qui se pose derrière ça, c'est quand même notre Occident qui est attaqué par des individus extrêmement dangereux, et on se pose des questions sur les politiques qui ont été mises en place, d'accueil légal de migrants, avec tout ce que ça représente aussi comme risque. Christophe Bordet, là, on n'est pas dans le cadre, et de plus en plus, ce type d'attentat aujourd'hui, ce n'est plus des attentats de type Bataclan organisés, c'est vraiment une personne, deux personnes seules qui se sont radicalisées toutes seules et qui passent à l'acte. Comment vous faites, quand il y a 8 milliards d'individus, 4 milliards et demi d'hommes, parce que c'est toujours des hommes qui passent à l'acte, comment vous faites pour qu'une ou deux personnes isolées régulièrement... On semble dépourvu, il faut être honnête. Oui. Je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ces personnes isolées sont souvent reliées, et là c'est encore le cas puisqu'elles ont fait allégeance à Daesh, à l'islamisme. Vous dites radicalisé seul, j'en sais rien. Il y a peut-être un imam salafiste dans l'équation, on n'en sait rien, l'enquête le dira. Mais comment vous faites ? Mais alors comment vous faites ? Déjà en arrêtant de faire venir des islamistes sur le sol européen ou sur le sol australien en l'occurrence. Sauf que là au départ il l'était peut-être pas en 1918. Il s'est radicalisé. Il y a plusieurs manières de se radicaliser. On l'a vu jusqu'à l'île d'Oléron, où effectivement c'était un fils de pêcheur, mais il s'est radicalisé via les réseaux sociaux qui sont devenus, par exemple avec TikTok, un nid à islamistes. Et ces islamistes qui font des vidéos, ils sont sur le sol de France également. Donc on en revient toujours à la même équation. Mais tout à l'heure, donc vous disiez, effectivement, il n'y a pas de mot, mais il y a donc le mot antisémitisme, le mot islamisme, et puis, excusez-moi, vous disiez c'est pas de l'antisionisme. L'antisionisme est un antisémitisme. Voilà, c'est clair. L'antisionisme est un antisémitisme. Je suis d'accord. Non, mais ça, là-dessus, il n'y a pas de discussion. Mais bizarrement, comment vous faites aujourd'hui pour éradiquer des personnes qui, alors vous dites seules, pas seules, en tout cas, le passage à l'acte est seul, c'est ce que je remarque. Comment vous faites ? Non, mais c'est évidemment extrêmement compliqué.
C'est extrêmement compliqué, mais enfin, il y a quand même une responsabilité quand... je suis désolé, mais d'ailleurs, c'était un rescapé du Bataclan qui l'a dit, Victor, qu'on a reçu ici. Ça a été le seul à le dire, hein, qui a pointé la responsabilité de François Hollande, qui à la barre, lors du procès des attentats du 13 novembre, a reconnu qu'il savait que la filière migratoire était utilisée par des terroristes qui, pour le coup, étaient nés en Europe, mais pour faire des allers-retours en Syrie, faire le djihad en Syrie, s'armer et se former à la tuerie de masse. Et que au moment où c'était dit, où il y a certains politiques à droite qui disaient « Attention, la filière migratoire est utilisée à la fois par des djihadistes pour faire des allers-retours dans les zones djihadistes où on les forme, mais aussi par des djihadistes de là-bas qui viennent sur le continent européen », on les a traités de tous les noms. C'était une pure réalité factuelle. Donc déjà, il faut commencer par avoir le bon constat, et ensuite, ça permettra de prendre quelques solutions. Et effectivement, l'islamisme, excusez-moi, c'est pas né dans les prairies normandes ou au pied des volcans d'Auvergne. Oui, c'est quelque chose qui a été importé sur le sol français, et européen et en Australie. Sabrina Medjeber est évidemment très juste, puisque l'immigration, en tout cas une partie de l'immigration, porte aussi une idéologie qui est celle de l'islamisme. On arrive à les identifier dans tout l'Occident grâce à nos services de renseignement, mais il y a aussi, pardonnez-moi, une lâcheté, un abandon, une trahison des élites occidentales qui n'ont rien fait pour lutter contre la globalisation de l'intifadisme. Combien de fois dans tout l'Occident, il y a eu des réunions pro-califat, pro-charia, au nom de Free Palestine, qui appelaient à tuer des juifs, mort aux juifs, etc. Les élites occidentales ont laissé ce terreau idéologique prospérer sans ne jamais sanctionner. Quant à ceux qui sont identifiés, c'est très simple. Remigration ou déchéance de nationalité. Vous n'avez pas le choix. C'est tout. J'entends ce que vous dites, mais leur enlever la nationalité, j'ai envie de dire, je suis pas sûr que... On crée une loi, on adore créer des lois, légiférer. En France, on a créé une loi, que ce soit et ça a été proposé, notamment après le Bataclan. François Hollande, tout à fait, oui, tout à fait. C'est pas un dangereux fasciste. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand tu en es rendu à vouloir imaginer un attentat de ce type, tu te doutes bien que si tu lui dis à cette personne, je vous enlève la nationalité... ça permet d'expulser. Oui, en tout cas, c'est dissuasif. Et d'aller où, ça fait réfléchir. Et d'aller où Gérard Carrero, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça fait 25 ans que je me pose ce problème, depuis les Twin Towers des États-Unis. Et je réfléchis, et j'en suis arrivé 25 ans après, en suivant ce qui se passe, jusqu'à hier et avant-hier, je me dis que la guerre de civilisation, on a le livre de Samuel Huntington qui a décrit la guerre des civilisations. On s'est moqué de lui, on l'a critiqué, on en a fait une sorte d'illuminé, de facho, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, la guerre des civilisations, elle est là. Elle est là, et elle est pas seulement avec les États-Unis, puisqu'il lui pensait à l'Amérique quand il écrivait son livre, elle est planétaire. Là, ça s'est passé en Australie. Elle est planétaire, la guerre de civilisation. Ce qui n'est pas planétaire, par contre, c'est la riposte à la guerre que nous mène effectivement, disons, pour simplifier, l'islamisme radical et toutes ses variantes et toutes ses déclinaisons. Face à cet islamisme radical, donc, qui nous frappe, à chaque fois, on a tendance à dire « Ah oui, c'est terrible ce qui nous est arrivé ». En France, on n'a pas été épargné, on a eu 300 morts depuis le début de ces choses. Et chaque fois, on dit, bon, alors on a fait toutes les théories possibles pour se dégager un peu, pour être tranquille. C'est le loup solitaire. Oui, c'est un loup solitaire. Ils sont 3-4. Ce n'est pas la communauté entière. On parle de communauté. Non, surtout pas. Ce n'est pas toute une communauté. Ce n'est pas une religion. Non, ce n'est pas une religion. Ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. C'est pas non, mais le héros s'appelle Ahmed. Il s'appelle pas Gérard, il s'appelle pas Gauthier, il s'appelle pas Pascal. Le héros qui désarme le terroriste, il s'appelle Ahmed. Oui, bien sûr. Oui. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait éliminer des collectivités quelconques. Je dis simplement, il faut se prémunir. Et pour se prémunir, il n'y a qu'une chose, et Sabrina l'a dit très bien, Sabrina le dit pas seulement aujourd'hui, mais elle l'a dit maintes fois, et c'est les flux d'immigration. C'est la seule façon. Parce que pour le reste, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque étranger. Par contre, là, en l'occurrence, il se trouve quand même que un des tueurs de Sydney avait été repéré quand même par la police, et il est resté tranquillement, comme beaucoup de tueurs sont parmi nous aujourd'hui,
dans les pays européens, en Amérique, etc. Donc la question c'est comment faire pour essayer d'en arrêter le maximum, et ça commence par l'immigration. Il y avait déjà eu des actes antisémites, évidemment, dans la région de Melbourne. Je crois que c'est en 2024 où il y a un restaurant cachère qui a été brûlé, effectivement, et c'était un acte criminel. Et puis les politiques, quels qu'ils soient, que ce soit à Melbourne ou ailleurs, il y a un moment où il faut peut-être arrêter d'avoir un discours un peu trop pro-palestinien. Ce sera dans une minute. Voilà. Vous venez d'ouvrir le 2e chapitre avec une transition que vous venez de faire, ce qui nous permettra d'écouter Jean-Luc Mélenchon, en tout cas de revenir sur ce qu'il avait dit, d'écouter Rima Hassan, d'écouter Manon Aubry, d'écouter également Arthur et d'écouter le double langage ou l'hypocrisie qui règne parfois, disons-le, le double jeu à la France insoumise. À tout de suite. Revenons à un sujet infiniment plus dramatique et ouvrons le chapitre politique, puisque c'est Christophe Bordet qui le soulignait tout à l'heure. Il y a une hypocrisie ou un double jeu, notamment de la France insoumise, sur l'islamisme et l'antisémitisme. Je vous propose d'écouter Rima Hassan, députée européenne de la France insoumise, dans une émission YouTube, et c'est Laurent Tessier ce matin qui nous la faisait écouter. Laurent, que je salue d'ailleurs à 16h45. Bonjour à tous. Bonjour Laurent, et je rappelle que vous êtes évidemment la rédaction en chef de notre émission, mais surtout que vous êtes à 6h15 pour les auditeurs d'Europe 1, à 6h15 et 7h20. Que dites-vous, Monsieur Guénec? J'allais vous souffler la deuxième horaire, 7h23, tout à fait. La deuxième horaire. La deuxième horaire, c'est bien. Cette émission n'est plus en français, donc... La deuxième horaire. Ma grand-mère dit toujours une, alors moi je... Une horaire? Ah oui, une toujours. horaire. Toujours. Elle m'a toujours dit une horaire. Une horaire. Ah non, bah moi ça je changerai pas. Désolé, radio, pas radio, non, je change pas ça. Le Jura, c'est ça. Je changerai pas ça. Donc parce que ta grand-mère ne parle pas français. Bon, il est à 7h23, voilà, bon. 7h20 et 6h15, je salue évidemment Fabrice Lafitte. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour Fabrice Lafitte, et puis Alexandre Omar. Bonjour à tous. Cher Alexandre, qui est à la programmation de cette émission. Écoutez, Rima Hassan, députée européenne, je le disais. C'est la juge qui m'avait dit vous allez être interdit de territoire pour 100 ans. Je lui dis Israël ne survivra pas 100 ans. Bah oui. Bon, et tout le monde rit d'ailleurs. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils disent, ces gens qui rient, et ce dont ils sont persuadés, c'est qu'effectivement, Israël, il y aura une submersion migratoire ou simplement un peuple qui changera, et qu'il n'y a pas effectivement que des Juifs aujourd'hui en Israël. Et ce que nous dit Rima Hassan, c'est que dans 100 ans, les Juifs seront minoritaires et ne seront peut-être d'ailleurs plus sur cette terre-là, et donc Israël n'existera plus. Tout à fait. Elle pourrait nous dire Israël sera toujours là avec une nouvelle population, mais pour elle, Israël égale Juif. Je vous trouve même... elle nous dit la Palestine sera remplacée. Je vous trouve modéré dans votre analyse. Le sous-texte, c'est le même que pour From the River to the Sea, du Jourdain à la mer. Ça veut juste dire les Juifs à la mer. Exactement. Ça veut juste dire plus d'État, parce que l'État Israël se définit comme un État juif, État hébreu, le seul État juif du monde. Donc, parce que c'était la manière aussi de botter en touche de Manon Aubry en expliquant que, en gros, il n'y a aucun lien entre le judaïsme et Israël. Israël se définit comme un État hébreu. Enfin, je veux dire, donc, tout ça est parfaitement ridicule. Donc, ce que dit Rima Hassan, mais c'est ce qu'elle dit depuis le début avec d'autres mots, From the River to the Sea pour la Palestine, donc Israël n'existe plus, donc les Juifs à la mer, donc excusez-moi, ça veut dire oui, la fin du peuple juif en Israël, voilà, la fin du peuple juif en Israël, je vais le dire comme ça, c'est ça que dit Rima Hassan. Ça va même plus loin, Gauthier, parce que quand fut un temps, le Hamas avait accepté quelques semaines un cessez-le-feu, et que le Hamas avait commencé à traquer les Palestiniens susceptibles d'être des traîtres et qu'il les abattait en pleine journée, elle a écrit one by one. Donc c'est plus que l'éradication du peuple juif qu'elle souhaite, c'est vraiment que le Hamas devienne l'organisation politique eschatologique dans ces territoires. C'est plus que ça. Eschatologique, c'est-à-dire dans une vision mortifère. Pardonnez-moi. Voilà. Et c'est une phrase... C'est un soutien à la barbarie. Sabrina, tu as... Pardon. Oui, j'ai terminé. Je ne voulais pas t'interrompre. Ça me fait penser, ça me fait frémir quand j'entends la phrase de Rima. Parce que je cherche d'ailleurs qui l'a dit, mais un dignitaire nazi a dit un jour, en 42 ou 43, l'Angleterre, comme Carthage, sera détruite. Carthago delenda est. Eh bien ça, c'est exactement la même chose.
disant ça en rigolant en plus. J'ai vu l'image tout à l'heure. Comme Ercilla Soudel avait fait aussi, elle rigolait après le 7 octobre. Le bébé. Vous pouvez toujours dire n'importe quoi. Et vous avez vu que tout le monde sourit. Bien Parce sûr. qu'en fait, tout le monde a compris le message. Ils en sont persuadés. Ils sont hilars. Voilà, ils ont bien compris ce que veut dire Rima Hassan. Et elle dit, et il ne faut pas exclure, hélas, que cette possibilité existe dans 100 ans. Et c'est toute la difficulté du peuple juif. Si les pogroms se multiplient, oui, effectivement, il ne faut pas l'exclure. Donc ils sourient parce qu'ils disent au fond, c'est très intéressant cette séquence, ce n'est qu'une question de temps. Voilà. C'est ça qu'elle nous dit, Madame Rima Hassan. Mais ce qu'a dit Sabrina Medjeber est très juste. Elle s'est quand même quelque part félicitée de ce qui se passait dans les rues de Gaza après le cessez-le-feu. C'est-à-dire que le Hamas qui massacrait les populations civiles, vous n'avez pas entendu la France Insoumise là-dessus. Là, quand les balles sont dues à Hamas, ils sont plus là. Et effectivement, elle avait tweeté one by one. Mais de qui d'autre permet c'est incroyable qu'on permette cela de Rima Hassan. Elle peut dire des choses horribles comme Israël n'existe plus dans un siècle, comme one by one quand la population palestinienne est tuée par le Hamas, et ça passe. Il n'y a aucune conséquence pour elle. Est-ce que Manon Aubry a condamné hier? Elle était dans le grand rendez-vous sur CNews et Europe 1. Elle était interrogée par Pierre de Villeneuve et je vous propose ce qu'elle a répondu à Pierre de Villeneuve hier matin. Vous ne voulez pas répondre sur Rima Hassan? Non, je réponds sans problème sur Rima Hassan. Alors elle a raison de dire ça ou pas? Bien sûr qu'elle a raison de dire ça. Pourquoi est-ce qu'elle a raison? Parce que l'État d'Israël ne tiendra pas un siècle. D'abord. Et puis souvenez-vous également ce qu'avait dit, alors au-delà de Manon Aubry, c'est évidemment toute la parole de la France Insoumise, qui ne condamne pas, bien évidemment. Au-delà de la France Insoumise, il y a des voix qui s'élèvent régulièrement, celle d'Arthur en avril dernier à l'Élysée. Comme tous les Juifs de France, Monsieur le Président, je vis désormais avec une peur qui ne me quitte plus. Et pendant que parfois la République hésite, la haine, elle avance. Et tant qu'il me restera une voix, je ne me tairai pas, je ne m'excuserai pas, je ne reculerai pas. C'est un discours qui avait fait sens, et puis la voix d'Arthur est importante. On l'a reçu à l'automne parce qu'il a publié évidemment un livre de post-7 octobre. Le double jeu de LFI, Daniel Obono, Rima Hassan, c'était sur Sud Radio il y a plusieurs mois. C'est un mouvement de résistance qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Le Hamas a une action légitime si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Mouvement de résistance. Bon, on connaît évidemment la polémique et l'argumentation de la France Insoumise. Alors, réaction de personnalité hier avec Arthur de Nova à Bondy. La haine antisémite produit exactement ce qu'elle promet, des morts. Si vous ne voyez pas qu'il y a un problème mondial d'antisémitisme, c'est que vous faites partie du problème. Patrick Bruel a écrit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, fête de résilience et de lumière à tous ceux qui veulent l'éteindre. Nous serions des millions ce soir à la rallumer. Arthur qui a écrit un message au député Émeric Caron. D'ailleurs, en ces jours de Hanouka, le peuple juif est en deuil après l'attentat antisémite de Sydney. Un détail sans doute, en tout cas, pas assez important pour mériter un mot de votre part, ni une gêne, ni une condamnation. Alors c'est le moment de parler peut-être de Hanouka. Et Hanouka, c'est la fête juive qui est toujours d'ailleurs très liée au moment de Noël. C'est simplement 9 jours et 8... c'est 8 jours et 9 bougies qui sont allumées. La première, c'était hier. C'est le chandelier à 9 branches. Et chaque jour, il y a une bougie qui sera allumée jusqu'au lundi 22 décembre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Moi, je voudrais juste ajouter une petite chose quand même. C'est que, d'abord, et là, c'est un peu ce qui a été dit, mais au-delà de l'État hébreu et de la suppression de l'État hébreu, c'est ce que disent ces gens, finalement. La suppression de l'État hébreu, c'est la suppression des Juifs dans le monde entier. C'est ça, derrière. Et les messages, il y a des messages sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, depuis cet attentat, qui racontent ça, c'est-à-dire des gens qui osent dire que oui, finalement les Juifs du monde entier, il faut les éradiquer. Voilà où on en est quand même aujourd'hui, c'est absolument dramatique. Et quand je lis là un nouveau message du Premier ministre australien à Melbourne, mais on croit rêver, qui dit quand même, après l'attaque meurtrière de Bondi Beach, pendant Hanouka perpétrée par un père et son fils ayant prêté allégeance à l'État islamique, le Premier ministre, donc Anthony Albanese, met en garde les Australiens, tenez-vous bien, contre l'extrémisme d'extrême droite. Tant qu'on sera dans des discours pareils, c'est-à-dire que tant qu'on ne voudra pas reconnaître, alors qu'on est chef d'État ou de gouvernement, qu'on ne doit pas reconnaître l'antisémitisme et tout ce qui s'ensuit derrière, comme l'attentat d'hier, eh bien on continuera à noyer le poisson, à essayer de dire non, mais c'est pas ça le problème, vous voyez, c'est l'extrême droite.
On est dans un monde de fous. Cette déclaration est très étrange. On est dans un monde de fous. Comment elle est justifiée? Pourquoi elle n'est pas très étrange. Il pourrait y avoir des répercussions après cette attaque. Et donc, attention, vous voyez, c'est l'extrême droite qui rôde. Elle n'est pas très étrange. Je ne la trouve pas étrange du tout. Elle est dans la continuité. C'est un travailliste. Absolument. C'est un travailliste, donc un homme de gauche. Et cet homme de gauche, qu'est-ce qu'il, à travers cette déclaration que je trouve personnellement immonde, il veut dire par là, il faut surtout pas se jeter dans un arsenal de répression ou autre. Il faut quelque part s'accommoder de cette situation. Il rejoint la cohorte mondiale de tous ceux qui ne veulent surtout pas mettre en colère la bête féroce. Ils se disent attention, on va encore les laisser monter d'un ton, ils vont encore les... Et c'est terrible, parce que c'est une incitation à tous les démocrates, à tous les gens qui croient à un monde de démocratie, etc., à se terrer et à ne rien faire, et à laisser faire les autres.